Bonjour à tous et bienvenue dans Souvenirs d'écoliers. Chaque semaine, je reçois une personnalité qui se confie sur son enfance et sa scolarité. Et avec moi cette semaine, Coralie Balny. Bonjour Coralie. Bonjour. Alors, tu es une grande nageuse, championne d'Europe du 400 mètres nage libre en 2012 et médaille de bronze olympique la même année à Londres sur le relais 4 fois 200 mètres. Oui. Je savais que j'allais... Pourtant, je t'ai dit, il faut que je répète, les chiffres. Tu as mis un terme à ta carrière en 2016 et depuis, tu as fait beaucoup de choses. Tu es notamment très engagée pour l'environnement, on va y revenir. Avant de se lancer dans le vif du sujet, j'aimerais juste revenir sur le fait que tu as eu la chance de porter la flamme olympique cette année chez toi en Martinique. Ouais, c'est vrai que j'ai eu cet honneur-là d'amener la flamme en Martinique et c'était vraiment un moment incroyable parce qu'une grande ferveur de la population, les petits, les grands, les personnes âgées, enfin, il y avait vraiment tout le monde qui était là et fier de recevoir la flamme. Et après, tu as un petit peu travaillé durant ces JO à Paris. Comment tu les as trouvés? Quels souvenirs tu gardes de ces JO en France? C'était vraiment unique. Je pense que personne ne pouvait s'attendre à ça. Et, en tant que Français, on avait beaucoup d'appréhension, encore plus. Et en fait, c'était juste extraordinaire. Et les athlètes français ont répondu présent aussi. Donc ça montre bien qu'on est capable, que ça a fonctionné. Et que j'espère que ça pourra se faire refaire encore dans le futur. Je te propose de remonter un peu dans le temps et de nous remémorer ensemble tes souvenirs d'écolier. Pour commencer, où est-ce que tu as grandi? Moi, j'ai grandi en Martinique, sur une petite commune du littoral. Ton enfance là-bas, c'était comment? C'était trop bien parce que toujours à l'extérieur, proche de la mer. On allait se promener, regarder les coquillages, on allait nager pour regarder les poissons. Donc, ouais, c'est génial. Tu dirais que tu as eu une enfance heureuse? Oui, je pense que je peux le dire parce que j'avais mon grand frère, ma mère qui était là tout le temps pour nous, mon père. Enfin, on était vraiment Une famille soudée. Voilà, une famille soudée, trop bien. Ton frère, t'as entretenu quelle relation avec lui en grandissant? Une relation de... Complice? Ouais, frères et sœurs, à se chamailler toujours. Et puis maintenant, on veille l'un sur l'autre et on est là l'un pour l'autre. Et vous êtes, lui aussi, il est en Martinique? Il est aux États-Unis. Il est aux États-Unis? Est-ce qu'il fait une carrière particulière? Il est ingénieur aéronautique, donc oui, ça l'a amené là-bas. Et puis, venant de Martinique, je pense qu'on n'a pas peur d'aller n'importe où ailleurs, voilà. Et vous arrivez quand même à vous voir? Rarement. C'est ça qui est un peu dommage, mais les fêtes de fin d'année vont nous rassembler, donc c'est bien. Et puis, donc du coup, c'est une relation que vous entretenez avec le téléphone, avec... Oui. Et moi, comme je suis partie de Martinique à 15 ans, on a plus ou moins l'habitude déjà de fonctionner comme ça fait un moment, ouais. On arrive à l'école. T'étais quel genre d'élève? J'étais genre disciplinée. Dissipée ou disciplinée? Une lettre près. Non, franchement, ça allait. Après, on avait des consignes. Mets-toi devant, écoute. Ah oui? Voilà, enfin, des parents en disant sois sage. Enfin, voilà, tous les trucs classiques. Après, moi, en classe, j'étais la plus grande. Donc, d'entrée... Tu mesures combien, d'ailleurs? 1,82. Ouais. D'entrée, les profs me disaient va derrière parce que tu vas cacher tes camarades. Donc, Ah oui? déjà, en étant derrière... on a plus de liberté, donc j'avais plus tendance à dessiner. Bon, j'écoutais beaucoup. Mais t'étais quand même sage? Ouais, j'avais quand même des bonnes. Le fait d'être derrière, ça te faisait pas un peu lâcher prise sur le cours? Ça demandait pas plus de concentration? Oui, mais je me suis dit que être grande, en fait, ça peut être une qualité parce que je dominais quand même et je voyais tout. Donc ça va. T'avais des bonnes notes? Ouais. Dans la moyenne. Dans la moyenne? Ouais, Toute la scolarité dans la moyenne? Oui, parce que j'ai tout passé sans aucune difficulté, on va dire. Après, plus je pratiquais le sport, plus c'était compliqué d'allier les deux. Mais ça va. Est-ce que tu as gardé des amis de l'époque? De petite classe? Ou même, collège-lycée? Collège-lycée? Ou pas vraiment. Après, j'en croise. Ou bien, il y en a qui me recontactent sur les réseaux sociaux. Mais sinon, c'est rare parce que, tu vois, comme je t'ai dit, on part. Et après, souvent, les personnes restent où elles ont fait leurs études. C'est rare qu'elles rentrent. Si je te demande comme ça, spontanément, un souvenir d'écolier à nous partager, qu'est-ce qui te vient en tête? Ça peut être drôle, ça peut être un moment marquant, décisif, ça peut être triste. Là, le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est à la rentrée de CE2.
C'est la première fois que je devais mettre des lunettes de vue, donc je ne sais plus ce que j'avais, mais en l'occurrence, il fallait que j'aie. Là, t'en portes plus? Non, c'est la seule fois où j'en ai mis. Après, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et du coup, c'est étrange, ouais. Tout d'un coup, c'est revenu. Oui, voilà, c'est parti, c'est revenu. Et derrière les vitres, il y avait les parents qui nous regardaient. Et du coup, c'est ma mère, elle me regardait et tout. Je dis, ah bon, ok, je vais m'asseoir. J'ai mis ma petite trousse, mon cahier. Et là, elle me fait le signe. Je me dis, mais qu'est-ce qu'elle a? Elle me disait de mettre mes lunettes. Et ça m'a marqué. On en rigole encore Mais tu aujourd'hui. comprenais toujours pas? Non, je les regarde parce que j'avais pas l'habitude. Je venais et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle fait? Et du coup, après, vu qu'elle en porte, elle m'a montré. J'ai dit, ah oui, c'est vrai, mes lunettes. Mais elle ne savait rien, finalement, ces lunettes. Ben, peut-être sur le coup, mais en tout cas, non. Là, ça va. Est-ce que tu as un prof qui t'a marqué? Oui, je pense que j'ai un prof qui m'a marqué. C'est pareil, c'est en primaire. C'était du coup le prof qui enseignait plusieurs matières. Et ce qui m'a marqué, c'est dans l'enseignement de la musique et des chants. Parce que c'était un prof tellement habité par ça, passionné. Donc c'est ça. Je pense que c'est la passion qu'il mettait dans sa transmission de la musique. Et la musique, c'est quelque chose que tu pratiques ou... J'ai pratiqué, oui, quand j'étais enfant, jusqu'à mes 13 ans. Après, j'ai dû choisir entre le sport et la musique. Donc, et tu jouais d'un instrument? Je faisais de la flûte traversière. Où est-ce qu'on apprend à l'école? La flûte à bec. Ah oui, flûte à bec. Ah oui. Ouais. T'en as fait combien de temps? De mes 4 ans, mes 13 ans. Ah oui. Donc c'était une vraie passion. T'en joues encore aujourd'hui? Là, non, je me suis toujours dit, quand je vais arrêter le sport, je vais me remettre à la musique. Mais on a envie de faire tellement de choses que faut prendre le temps. Pour l'instant, t'as pas pris le temps? Non. Est-ce que tu as fait sport-études ou t'es resté dans un cursus classique? Non, j'ai fait sport-études. À quel âge ça apparaît dans ta vie, la natation? À 4 ans aussi. Mais non. Si, si, on faisait plusieurs sports et la natation, 4 ans, première compétition à 5 ans. Ouais. À 5 ans? Ouais. Mais on est stressé à 5 ans quand on fait une compétition? Je pense pas. Vu les photos, non. Je comprenais pas trop ce qui se passait, mais j'avais mon frère qui était là et qui me disait vas-y, vas-y, vas-y. Donc c'était chouette. Et à quel moment ça devient vraiment sérieux dans ta tête? Je pense que c'est vers mes 9-10 ans. Ouais. Où là, j'ai battu mes premiers records de Martinique. Donc là, je me suis dit, allez, c'est trop bien. En fait, de nager toujours plus vite, c'était vraiment le plaisir d'être dans l'eau et de se dire qu'on est performant. Et c'est à partir de là que je me suis dit que j'avais envie d'être dans l'équipe de France. Et l'équipe de France, ça arrive à quel âge? L'équipe de France jeune, ça arrivait à 14 ans. Et l'équipe de France senior, c'est arrivé à 19 ans. Et donc, tu dis que tu as fait sport-études. Tu commences sport-études à quel âge? Troisième. Troisième, j'étais à l'internat et on avait des horaires aménagés. Est-ce que ça devient plus difficile d'être à l'internat? Non, c'était cool. C'était cool de partir de chez papa et maman. Non, ouais, mais en troisième, c'est tôt. Oui, mais c'est vrai qu'après, la natation, c'est ce qui comptait le plus pour moi. Et maintenant, avec du recul, je me dis, mais comment c'est possible? Alors qu'en fait, c'est hyper important quand même d'être dans son foyer, etc. Et moi, j'avais juste envie, c'était de continuer à progresser et de me donner les moyens d'y arriver. Donc, s'il fallait que je parte, je partais. Ça ressemblait à quoi une journée sport-études? Ça ressemblait, natation le matin. Après, on prend les cours à 10h jusqu'à 15h. Et après, on retourne dans l'eau, quoi. Faut aimer. Oui. Il n'y a pas un moment où il y a un peu de dégoût? Il y a des moments plus difficiles parce que il y a forcément des fois où on est contre-performant, où ça va pas dans l'eau, on est fatigué, on a mal aux muscles, du coup on n'a aucune envie, c'est de lâcher, mais en fait la carotte est trop belle au bout. Tu savais? À quel moment tu as su que ça allait être ton métier? Je l'ai tellement voulu que je me suis pas... je pense que depuis que j'avais 13 ans, 14 ans, là j'ai fait ma première équipe de France jeune et je me suis dit là c'est bon. J'ai ouvert la porte, je la referme pas. Dans ta tête, il n'y avait pas d'autres perspectives possibles? Non. Ah ouais. Qu'est-ce qu'il faudrait changer ou améliorer selon toi à l'école ou au sport-études? Je pense à l'école, il faudrait peut-être essayer de donner le goût de l'effort, le goût de développer la passion, montrer qu'il n'y a pas que... après,
c'est hyper important, hein, mais il n'y a pas que maths, français et sciences. Il y a aussi l'épanouissement de soi, il y a aussi la découverte de ses compétences propres, la découverte de ses nouvelles passions, et puis le fait que ça puisse s'ouvrir sur d'autres métiers. Voilà, qu'on ne connaît pas classiquement à l'école. Il faudrait donner davantage de place, du temps libre de découverte. Oui, je pense. Des ateliers de découverte, des ateliers apprendre à être heureux, apprendre le bonheur, apprendre qui on est vraiment. On n'est pas que la personne qui a eu 8 sur 10 en maths hier. On n'est pas que la personne qui répond bien à la maîtresse quand elle pose une question. On est aussi composé de plein de choses. On peut avoir des capacités d'observation, des capacités pour résoudre certaines énigmes, ou bien, enfin voilà. Oui, essayer de diversifier tout ça. Est-ce que pour toi, le sport a suffisamment de place à l'école aujourd'hui? Non. Non, mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a des efforts qui sont faits, le 30 minutes d'activité physique quotidienne par jour, 2 heures de plus au collège, au lycée. C'est bien, mais je pense que ça pourrait être plus mis en avant. Et pour donner envie, en tout cas aux jeunes, de faire du sport, le fait de favoriser ou de faciliter le sport-études ou l'accès au sport ou aux licences ou l'aménagement, etc., ça c'est important aussi. Faciliter l'accès, c'est-à-dire? Faciliter l'accès, c'est-à-dire pouvoir permettre d'aménager plus facilement. Parce que c'est vraiment compliqué d'aménager à chaque fois? Oui. Mais ça permet seulement d'avoir l'élite sportive aussi qui va sacrifier un peu. Ça permet de garder ceux qui sont vraiment déterminés, non? Après, ça permet de garder ceux qui sont déterminés, mais ça permet aussi, je pense, de rendre plus accessible. Par exemple, moi, je me rappelle quand j'avais des devoirs du jour au lendemain, tout le temps. Après l'entraînement, il fallait que je me mette aux devoirs. Du coup, ça me faisait me coucher tard, etc. Mais on est dans l'utopie, hein, si l'accès au sport peut être intégré carrément dans les horaires scolaires, ça permettrait de pouvoir faire ses devoirs différemment le lendemain, ou bien faciliter en fait, parce qu'il y a beaucoup les parents aujourd'hui, c'est « Ah mais non, c'est pas possible, tu vas finir trop tard, tu pourras pas faire ça. Ah mais non, c'est pas possible, enfin, moi je suis occupée, etc. » Donc peut-être au niveau des transports, de l'organisation, d'intégrer... Comment tu l'imagines, l'école de demain? L'école de demain, je l'imagine aussi axée vers la nature, vers l'extérieur, plutôt que d'être toujours entre 4 murs. C'est important d'apprendre la rigueur, la discipline, etc., d'être en face du professeur et d'écouter, mais c'est aussi important de s'ouvrir au monde. Tu es devenue nageuse, mais est-ce qu'il y a un autre métier qui te faisait rêver quand tu étais plus jeune? Oui, quand j'étais plus jeune, je voulais être comme Indiana Jones. Tu voulais être aventurière? Ouais. Aventurière, archéologue, découvrir plein de choses, découvrir des ossements au pinceau, enfin, des trucs. Ouais. Et alors, tu as lâché cette idée? J'ai lâché ça, mais ce que j'ai toujours gardé, c'est cette ouverture, cette envie de découvrir, cette connexion aux autres, etc. Tu as continué tes études après le bac? Oui. Tu faisais quoi? J'ai fait LEA, une licence langue étrangère. Pourquoi tu n'as pas arrêté? Et tu t'es dit qu'il fallait toujours continuer malgré le sport? Oui, parce que ça participait à mon équilibre, en fait. Je voulais pas faire que la piscine et connaître que mes copains d'entraînement. J'avais envie aussi d'avoir des copains de fac et puis une vie plus normale. D'avoir d'autres objectifs, ouais. Tu penses que tu aurais fait quoi si tu n'avais pas été nageuse? Je sais pas. Je me suis jamais... Tu te la poses jamais la question? Non. Franchement, je pense que j'aurais été dans le sport. Oui. Je pense que c'est ça. Tu aurais été dans la natation quoi qu'il arrive? Ouais. Je me suis bien trouvée là, pour le coup. Tu parlais de vie sociale. Tu as réussi à avoir une vie sociale au moment où toute ta vie est... où tu es nageuse professionnelle et que tu dois t'entraîner énormément et que tu es dans la compétition? Ça se passe comment à ce moment-là? C'est hyper limité. Les personnes qu'on voit le plus, c'est les camarades d'entraînement. Donc la vie sociale, elle tourne autour de ce groupe-là. Il faut bien s'entendre. Oui, exactement. Après, on ne s'entendait pas avec tout le monde, hein, mais on a quand même pu créer un noyau solide. Et du coup, c'est avec ces personnes-là qu'on se voyait le soir ou le week-end. Et c'est avec ces personnes-là que je suis encore très amie, quoi. Ah, donc c'est des amis pour la vie. Oui.
Tu étais en équipe de France pendant une dizaine d'années, tu t'es retiré des bassins en 2016 et depuis tu t'es lancé dans un combat en faveur de l'environnement. Tu as créé ton association, Coco Anne de l'eau, qui développe des outils pédagogiques pour encourager l'apprentissage de la natation et sensibiliser à l'environnement. Est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours eu en toi aussi? De t'engager, l'environnement? C'est quelque chose qui est venu aussi par mes voyages et par la plongée sous-marine surtout. Parce qu'à force de plonger sur les mêmes sites, je constatais la dégradation et ça m'a donné envie de m'engager et d'agir. Et je me suis dit que c'est trop beau en fait. C'est trop beau pour laisser ça comme ça. Voilà. Donc si je peux faire quelque chose, je le fais. Tu interviens dans les écoles, je crois, pour sensibiliser les jeunes. Tu leur dis quoi aux enfants? Alors, nous, on passe par l'émerveillement. Vraiment, l'objectif, c'est de montrer la beauté, d'apprendre, de comprendre, de découvrir. Et après, une fois qu'on aime, qu'on comprend, qu'on découvre, c'est plus facile de protéger quelque chose qu'on aime. Donc, on passe par là. Donc, on les emmène faire une sortie en randonnée aquatique pour aller voir les poissons, une sortie en mangrove, une sortie en bateau pour aller voir les dauphins. Tu leur montres, en fait. Pas une intervention classique, magistrale, quoi. C'est vivre l'expérience. Et du coup, ça reste, ça marque. Le côté transmission aux futures générations, c'est quelque chose qui te plaît aussi? Oui. C'est vraiment, je me dis... Bon, après, je ne suis pas vieille, hein, mais je me dis, malgré avec tout ce que j'ai vécu, j'ai pas envie de garder ça pour moi. J'ai envie de transmettre, de donner. Et après, pourquoi pas pouvoir permettre aux enfants de s'appuyer dessus pour s'élever eux-mêmes, quoi. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Eh bien, que ça continue toujours aussi bien, l'assaut, et que je puisse encore pouvoir partager tout ça avec plein de monde. C'est déjà la fin de l'émission. Ça passe trop vite. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous tous tes souvenirs. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Souvenirs d'écoliers sur School TV.